Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne, et j'ai rien à dire en intro, donc on y va. L'affaire de ce soir nous emmène en Australie, et plus précisément dans l'état de Queensland. Cette région est connue pour sa production agricole, ses vastes ressources naturelles et ses beaux paysages. On y retrouve des dizaines de parcs nationaux et des plages qui attirent les touristes tout au long de l'année. Le dimanche 21 octobre 2018, à 22h50, les autorités locales reçoivent le signalement d'une disparition. Toya Cordingley, une femme âgée de 24 ans, est portée disparue depuis cet après-midi. Elle prévoyait de se promener accompagnée du chien de son petit ami, un chien nommé Indy. Alors que le soleil se couche et que l'obscurité recouvre la région, Toya n'est toujours pas rentrée chez elle. Sa famille prévoit de partir à sa recherche le lendemain, dès les premières heures de la matinée. Et c'est bien ce que sa famille fera le lendemain matin. Avec les amis proches de Toya, ils se divisent en plusieurs groupes de recherche et se répartissent les zones à parcourir pour retrouver la jeune femme toujours portée disparue. On sait à ce moment-là que Toya avait évoqué la plage Wangeti avant de partir de chez elle. Située dans le nord de Queensland, la plage Wangeti s'étend sur seulement 4 km, avec 2 parkings aux extrémités de la plage, nord et sud, et un prolongement de l'autoroute qui les relie. Wangeti, c'est une plage relativement isolée, plus connue par les locaux que par les touristes, mais qui offre une vue panoramique sur la côte. C'est l'endroit idéal pour s'arrêter et se rafraîchir lors d'une promenade tranquille le long de la plage, partagée seulement avec quelques palmiers et quelques habitants. Le groupe de recherche qui se charge de parcourir cette plage est muni de lampes de poche ou de lampes de leur téléphone portable pour éclairer leur chemin. Et c'est là, sur la plage de Wangeti, que 2 découvertes inquiétantes seront faites. On retrouve la voiture de Toya garée près de l'entrée sud de la plage. Toya serait donc bien arrivée sur place, comme elle l'avait indiqué. Il faut donc passer au peigne fin toute la zone environnante. Les équipes de recherche sont maintenant soutenues par la police du Queensland qui mène l'enquête et par les services d'urgence de l'État. En ce qui concerne la seconde découverte inquiétante, c'est le chien qui est retrouvé. Vanessa Gardiner, la mère de Toya, découvre Indy attaché à un arbre près de la partie sud de la plage, et visiblement le chien est tellement attaché fort qu'il ne peut pas s'asseoir. Et étrangement, quand on cherche Toya sur la plage et qu'on crie son nom et aussi celui du chien, le chien ne répond pas. On le retrouve juste attaché en train d'attendre sagement. Mais heureusement, le chien n'est pas blessé. Par contre, on suppose immédiatement que Toya n'est pas celle qui a pu l'attacher à cet arbre. Amoureuse et protectrice des animaux, Toya n'aurait pas pu abandonner Indy de façon si cruelle. Cette découverte est donc très inquiétante. En plus, Indy, c'est un chien remarquablement bien dressé, malgré sa grande corpulence, c'est un chien plus grand que la moyenne, et son mélange de race habituellement agressive à la présence d'étrangers ou d'un danger pour leur maître, Indy est un chien plutôt calme. S'il est arrivé quelque chose à Toya, ça expliquerait pourquoi Indy est retrouvé sans blessure apparente et éloigné de la jeune femme. Après cette seconde découverte, la mère de Toya, Vanessa, n'a plus de batterie. Elle retourne à son véhicule. Le père de Toya, Troy Cordingley, continue quant à lui à diriger les recherches. À 7h45, à environ 800 mètres de l'endroit où la voiture est retrouvée, garée près de l'entrée sud, et proche de l'endroit où Indy est retrouvé attaché à un arbre, Troy découvre le corps sans vie de Toya, son unique enfant. Le corps est partiellement enterré dans des dunes de sable. Toya est retrouvée nue, dénuée de tous ses effets personnels. Son corps est abîmé. La jeune femme a vraisemblablement subi des blessures visibles et violentes avant sa mort. Troy est alors transporté loin de la scène de crime par d'autres personnes qui font partie du groupe de recherche. Il est sous le choc, comme on peut l'imaginer. Il faut désormais attendre l'arrivée de la police, et à leur arrivée sur place, c'est une enquête pour meurtre qui débute. Les officiers de police commencent immédiatement à ratisser la zone à la recherche d'indices. Pendant plusieurs jours, la plage de Wangeti est fermée, l'étendue d'eau est parcourue par des bateaux et des plongeurs qui sont chargés de vérifier la présence d'effets personnels de Toya dans l'eau, et des drones permettent aussi d'aider dans les recherches. La police intervient aussi avec des chiens capables de retrouver des odeurs qui seraient liées à la scène de crime. Un porte-parole de la police annonce que des éléments de l'enquête sont déjà identifiés, tout en restant très discret sur la nature de ces éléments et s'ils permettent de faire avancer l'enquête. La perte tragique de Toya commence à faire des vagues dans toute la région. Qui a pu commettre un tel acte? Mais d'abord, qui est Toya Cordingley? Toya Jade Cordingley naît le 14 juin 1994. Elle grandit à Cairns, dans le Queensland, sur la côte nord-est de l'Australie. Toya vit plus précisément dans la banlieue de Wori, à Cairns.
Cairns est la 5e ville la plus peuplée de toute la région et la 14e ville la plus peuplée d'Australie. Encore très jeunes, ses parents, Vanessa et Troy, se séparent. Ils garderont un lien cordial dans leur coparentalité et ils resteront tous les deux très présents dans la vie de leur fille. Ils se remarient chacun de leur côté par la suite. Troy va épouser une femme nommée Marie et Vanessa va épouser Darren Gardiner, avec qui elle aura 2 autres enfants, Jack et Lena. Toya va rencontrer des difficultés après la séparation de ses parents, difficultés qu'elle parviendra à surmonter pour apprécier sa belle-mère et son beau-père. En grandissant, Toya devient une jeune femme à la personnalité vibrante, comme elle l'exprime, à travers la couleur de ses cheveux qu'elle change régulièrement. Un jour elle est blonde, un jour ses cheveux sont mauves ou rouges. Au moment de sa mort, elle a décoloré ses cheveux en blond clair, laissant entrevoir quelques mèches mauves. Toya aime les fées, elle les aime tellement qu'elle a un fairy garden, un jardin de fées, chez elle. Mais ce qu'elle aime le plus, ce sont les animaux. Son entourage dit d'elle qu'elle apprécie particulièrement les pattes et les griffes des chats et des chiens. Elle a toujours un chien avec elle, elle adore les promener. Quand elle atteint l'âge de pouvoir conduire une voiture, c'est avec grande fierté qu'elle obtient son permis. C'est une jeune femme qui a soif de liberté, aimante, insouciante, elle adore l'aventure. Pour Toya, l'obtention de ce permis, c'est un véritable tournant dans sa vie, ça représente vraiment beaucoup pour elle. Elle est aussi reconnue pour sa compassion et son attention envers les animaux. Elle travaille pendant un moment dans le domaine du sauvetage et du bénévolat, et elle est responsable pour le refuge Paws and Claws des pattes et des griffes à Port Douglas. Son patron l'a décrit comme une employée en qui il a une totale confiance, une personne avec une âme belle et aimante qui a ce quelque chose de spécial avec les animaux qu'elle pouvait calmer par sa simple présence. Depuis plus de 2 ans, Toya partage sa vie avec un jeune homme, Marco Heidenreich. Comme Toya, c'est un amoureux des animaux qui a plusieurs chiens et aussi des serpents. Et bien que sa véritable passion soit les animaux, Toya finira par travailler dans une pharmacie située dans la ville de Cairns. Elle continue quand même à faire du bénévolat auprès des animaux quand elle ne passe pas du temps avec sa famille et ses amis. Avec son petit ami, ils prennent à leur charge un couple de chiens qu'elle prend le temps de promener partout et notamment à la plage. Sur ses réseaux sociaux, il y a énormément de photos d'elle et de ses chiens. Sur son dernier message sur les réseaux sociaux, daté du 20 octobre 2018, on peut y lire « Peu importe à quel point vous êtes talentueux, riche ou intelligent, la façon dont vous traitez les animaux me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur vous. » Et c'est un message assez troublant quand on sait dans quel état a été retrouvé le chien Indy, attaché fermement à un arbre. Sur un autre post Facebook daté du 17 juin 2018, Toya réagit à un tweet de Con Karapanagiotidis, directeur du centre de ressources pour les demandeurs d'asile. Et ce post dit « Je ne peux qu'imaginer la rage et la peur que ressentent les femmes lorsqu'elles voient des femmes mourir en faisant des choses banales comme rentrer chez elles, comme elles le font aussi pour s'entendre dire que c'est de leur faute et qu'elles doivent être plus prudentes. Cessez de blâmer les femmes, mettez les hommes en cause. » 2 jours plus tôt, Toya partage aussi les résultats d'une étude menée par l'Australia Institute sur les expériences de harcèlement de rue vécues par les femmes, dont les auteurs étaient le plus souvent des hommes seuls. Et les conclusions du rapport Everyday Sexism montraient que 87% des Australiennes avaient subi au moins une forme de harcèlement de rue verbal ou physique, et que 83% des femmes âgées de 18 à 24 ans avaient été victimes de harcèlement de rue au cours des 12 mois précédents. Ça s'inscrit dans un déroulé des événements pour Toya qui est plus que troublant. Dans la matinée du dimanche 21 octobre, elle travaille à la pharmacie. La police va mettre la main sur des éléments permettant de confirmer qu'elle s'est bien rendue au travail ce matin-là, notamment des photos d'elle qui la montrent en train de distribuer des échantillons de lait de chamelle aux clients intéressés. Après le travail, elle se rend au marché Rustys, plus proche du front de mer, entre midi et 13h. Les caméras de vidéosurveillance la filment à cet endroit, elle est munie d'un panier coloré, elle porte un maillot crocheté de couleur jaune clair. Après être passée au marché, Toya rentre chez elle. Elle a l'intention de se rendre à la plage Wangeti pour promener Indy, le chien de son petit ami. Elle part un peu après 14h30. Les heures passent. Toya ne rentre pas chez elle. Son petit ami Marco donne alors l'alerte. Il contacte les amis et la famille de Toya pour savoir où elle peut se trouver, et au coucher du soleil, la famille de Toya partage des photos d'elle sur les réseaux sociaux dans l'espoir de pouvoir la localiser, sollicitant des informations à tous ceux qui l'auraient vue ce même jour. Et la suite tragique, on la connaît. Après la découverte du corps meurtri de Toya sur la plage, une très longue enquête commence. Dans cette affaire, la police va véritablement travailler au coude à coude avec la communauté de Queensland, très impliquée et aussi touchée par la perte de Toya. La semaine suivant le meurtre, le long d'une autoroute à Cairns, les voitures passent devant un panneau d'affichage sur lequel sont écrits les mots suivants:
Aidez-nous à résoudre l'homicide de Toya. Et sur une autre autoroute, un autre panneau invite les conducteurs à transmettre les vidéos de leurs caméras de bord qui ont été enregistrées à partir du jour du meurtre, donc les fameuses dashcams que certaines personnes peuvent avoir dans leur voiture. Le programme Crime Stoppers, qu'on a déjà évoqué dans une autre vidéo, fait part de sa présence au cours du week-end sur les derniers lieux fréquentés par Toya, le marché Rustys, la plage de Wangetti, dans l'espoir de rafraîchir la mémoire d'éventuels autres témoins. Les amis, la famille et le petit ami de Toya sont bien sûr dévastés par cette perte. Des centaines de personnes de la région assistent aux funérailles de Toya, funérailles qui se tiennent une semaine après la découverte de son corps. Plus de 400 personnes se rendent dans une chapelle qui peut accueillir 300 personnes, décorée de ballons et de tournesols, les fleurs préférées de Toya. Un diaporama retrace la courte vie de la jeune femme, montrant certaines de ses photos, enfants, adolescente, et puis jusque ses 24 ans. On peut entendre des chansons d'Ed Sheeran et de My Chemical Romance qui résonnent dans la chapelle. Marco, son petit ami, est bien sûr présent à l'événement et à ses côtés son chien, Indy. Il lit un message exprimant son amour éternel pour Toya. Ses amis et sa famille aussi évoquent le parcours de vie de la jeune femme, parcours qui les a marqués et qui résonnera en chacun d'entre eux. Sa mère prend la parole. Déploie tes ailes, ma petite Toya, et envole-toi avec ces fées. Je sais que tu seras toujours en sécurité dans leurs bras. On t'aime. Très tôt, dans cette affaire, la police annonce qu'elle considère la piste du meurtre à caractère sexuel. Ça signifie que le coupable, qui serait probablement un homme, aurait commis le crime sous prétexte de gratification sexuelle. Les habitants de la région sont priés de fournir des échantillons de leur ADN, et la police va prélever ces échantillons sur les habitants volontaires dans un premier temps pour éliminer des suspects potentiels. Et c'est là que le public comprend que le tueur de Toya a pu laisser derrière lui des preuves matérielles susceptibles de prouver son identité. La police demande aussi qu'on signale tout comportement anormal observé après le meurtre, notamment si une personne a été blessée ce jour-là. Ce que ça signifie, c'est que les analyses sur le corps de Toya ont pu déterminer qu'elle s'est battue contre son agresseur avant qu'il ne mette fin à ses jours. La police examine des centaines d'heures d'images de vidéosurveillance fournies par le public, et donc c'est avec le soutien du public que la police tente de retracer minutieusement les derniers instants connus de la vie de Toya, dans l'espoir bien sûr de découvrir l'endroit et les circonstances dans lesquelles elle a rencontré son meurtrier. Dans un premier temps, la police publie une vidéo qui montre Toya au marché Rustys, et on demande à ce que se manifeste toute personne qui a pu échanger ou même simplement l'avoir aperçue au marché à ce moment-là. La police diffuse aussi une photo de la voiture de Toya, toujours dans l'espoir d'être contactée par des personnes ayant vu ce véhicule entre midi et 19h le jour du meurtre. À ce stade, plus de 400 appels ont été passés à Crime Stopper, mais jusqu'à ce moment, la police n'annonce aucune personne d'intérêt et on n'a pas non plus procédé à une arrestation. Malgré cette enquête approfondie, la communauté très affectée par la perte de Toya décide de contribuer aussi à trouver des réponses pour la famille de la jeune femme. Des volontaires mènent des recherches à l'aide de détecteurs de métaux et de drones, pendant que la police se charge de rechercher des personnes de la région avec des blessures inexpliquées et des vêtements manquants. Et ce qu'on suppose donc, c'est que soit les officiers ont retrouvé un vêtement appartenant probablement au tueur, soit ils supposent que le tueur s'est débarrassé des vêtements qu'il portait. Durant le week-end suivant le meurtre, la police s'est aperçue frappant à toutes les portes dans le voisinage. Et pourtant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'enquête va perdurer. Tu vas vite comprendre pourquoi. Après avoir obtenu les images de plusieurs caméras de surveillance, les autorités vont demander à ce qu'on leur parvienne tout enregistrement de la zone parcourue par Toya, afin qu'ils puissent éclaircir davantage la situation qui semble enfin commencer à se révéler. Toute personne qui connaît un homme de la région qui a harcelé des femmes ou les avait mises mal à l'aise par le passé est invitée à contacter les autorités. Tous les touristes qui ont récemment visité le belvédère qui surplombe la plage de Wangetti sont également priés de regarder leurs photos de vacances. Le meurtre a eu lieu en pleine journée, quelqu'un a forcément vu quelque chose susceptible de faire avancer cette enquête. Plus tard, la police fait à nouveau appel au public pour demander à d'éventuels témoins de se manifester s'ils ont connaissance d'un ou plusieurs des éléments suivants. 1. Toute personne ayant été témoin d'un comportement suspect entre 16h et 17h dans les quartiers de Cairns, Lake Placid et Caravonica. 2. Toute personne disposant d'images de vidéosurveillance de véhicules circulant sur l'autoroute qui passent par la plage vers le nord entre 16h30 et 17h30. Et 3. Toute femme ayant été abordée, mise mal à l'aise, harcelée le long d'une plage sur un rayon de 200 km au sud de l'endroit où a été retrouvé le corps de Toya. Et pour ce dernier élément, la demande est faite sur quelques années, pas forcément le jour du drame.
À ce moment-là, le public ne sait pas pourquoi ces lieux ont été choisis en particulier. On pense que des objets appartenant à Toya ont pu être trouvés près des zones mentionnées. Peut-être même que le tueur s'est débarrassé des effets personnels de la jeune femme sur la zone environnante. Mais la zone reste encore très large et il est difficile de penser à ce moment-là que la police parvient à établir une liste de suspects. 2 mois après le meurtre de Toya, la police mène toujours l'enquête. Elle continue de recevoir des centaines de signalements de la part des habitants de la région. Vers la fin du mois de novembre 2018, l'enquête se précise un peu plus. La police publie une vidéo, on y voit environ 70 véhicules ayant circulé sur l'autoroute de la plage entre 17h02 et 17h07 le jour du meurtre. Les conducteurs de ces véhicules ne sont pas encore identifiés à ce moment-là, ils le seront au fur et à mesure de l'enquête. La durée de cette vidéo publiée par la police, 5 minutes environ, indiquerait alors que les enquêteurs sont sur la piste d'une série d'événements spécifiques. En gros, on dirait qu'ils essaient de situer toute personne qui a pu se trouver dans un périmètre proche de Toya afin de diminuer peu à peu la liste de suspects et en lien avec toutes les informations qu'ils ont recueillies grâce au public. Un dossier de preuves pourrait se construire. Et pourtant, pendant plusieurs semaines, la police déclare qu'elle n'a pas de suspect. Contre toute attente, c'est au mois de décembre 2018 qu'une piste sérieuse émerge enfin. Certains rapports de la police font état de preuves circonstancielles auxquelles s'ajoutent des preuves médico-légales potentielles qui viennent solidifier le dossier d'accusation à l'encontre d'un suspect parmi la liste qui s'est dessinée au long de l'enquête. On peut donc penser que c'est la raison pour laquelle la police a essayé de déterminer une chronologie très précise avant le meurtre de Toya, parce qu'ils avaient une piste en particulier à explorer. Et si les enquêteurs vont continuer à jeter le flou sur l'enquête en déclarant officiellement qu'ils ont dans leur viseur plusieurs personnes d'intérêt, pas une seule, des informations divulguées par la presse vont les pousser à confirmer qu'il y a en réalité un suspect principal. Un journal australien, le Courier Mail, déclare que la police travaille à reconstituer les mouvements d'un de leurs suspects pour tester son ADN et le comparer aux échantillons trouvés sur la scène de crime. La police australienne, les services de police indiens et Interpol collaborent pour trouver un ressortissant indien qui aurait fui le pays peu de temps après la découverte du corps de Toya sur la plage de Wangeti le 21 octobre. Cet homme, c'est Rajvinder Singh. La police aurait obtenu des images de vidéosurveillance qui le montrent en train de conduire sa voiture de façon erratique dans la zone où le téléphone de Toya se trouvait. Des témoins disent avoir vu ce suspect agir de manière suspecte. Il avait sur lui des griffures, des marques de morsure, et ces marques sont apparues le jour du meurtre de Toya. Le 21 octobre, donc jour du drame, Rajvinder réserve un vol pour l'Inde. Il prend l'avion le lendemain. Donc penchons-nous sur notre suspect. Rajvinder Singh naît en 1984 à Amritsar, dans la région du Punjab en Inde. C'est un ressortissant indien qui s'installe dans le Queensland en Australie avec sa famille, et ça fait maintenant plusieurs années qu'ils sont là pour des opportunités professionnelles et aussi pour l'éducation scolaire des enfants de Rajvinder. Rajvinder, c'est un mari respecté et un papa, il a 3 enfants dont un nourrisson. Il parle plusieurs langues, le hindi, le punjabi et l'anglais. On ne sait pratiquement rien sur sa vie. Peu de journaux rapportent les informations sur sa personne, sur son historique. Toya est bien plus mise en lumière. Ce qu'on sait, c'est qu'au moment du meurtre de Toya, Rajvinder travaille depuis 7 ans en tant qu'infirmier dans le service gériatrique d'un hôpital dans la ville d'Innisfail, à environ 90 km au sud de Cairns. Rajvinder visite Cairns dans la journée du 21 octobre 2018. Il en revient frénétique et il prend la décision d'acheter un billet d'avion en direction de sa ville natale, Amritsar, en Inde. Il s'envole de Sydney le soir même et il arrive en Inde le 22 octobre, laissant derrière lui son travail d'infirmier, sa femme, ses 3 enfants et d'autres membres éloignés de sa famille. Lorsqu'en décembre 2018 il est reconnu comme suspect principal pour le meurtre de Toya Cordingley, sa famille nie les allégations à son encontre. Il n'est pas capable de tuer, il n'a pas pu commettre ce crime. Son voyage en Inde, c'est une pure coïncidence. Interviewé, le beau-frère de Rajvinder dit au journaliste qu'il est convaincu de son innocence. Raj est trop calme, trop peureux pour commettre un meurtre, mais il a admis qu'il avait du mal à s'occuper des patients âgés mourant à l'hôpital.
Fin de citation du beau-frère. Et toujours d'après ce beau-frère, c'est ce qui explique pourquoi Rajvinder se serait rendu sur la plage le 21 octobre. Il voulait sûrement prendre l'air. Rajvinder passe des jours entiers sans prendre contact avec sa famille et il se mure de plus en plus dans le silence au fur et à mesure qu'il s'isole. Après son départ précipité, Rajvinder est même signalé comme disparu par sa famille avant que la police ne se rende compte qu'il a juste pris l'avion pour l'Inde. Sans aucune explication, il arrête de se rendre à son travail, abandon de poste. L'hôpital fait alors une déclaration officielle. Rajvinder n'est plus un de leurs employés. Ses collègues transmettent à la police des dépositions concernant son comportement, ses antécédents professionnels, des détails personnels et antécédents familiaux. Et rien de plus n'est révélé à propos de l'enquête en cours. Un an après le meurtre de Toya, en novembre 2019, les autorités doivent répondre des rumeurs quant à la fuite de Rajvinder vers l'Inde. Ils déclarent alors qu'ils n'ont pas reçu de demande d'extradition pour ce suspect. Et sans demande d'extradition officielle, les autorités indiennes ne sont pas en mesure de rechercher Rajvinder. D'après certaines rumeurs, il se trouverait bien dans sa province natale et il se serait réfugié dans un temple sikh. Après des mois d'attente, on rapporte que la police a enfin finalisé le dossier de preuve, dossier qui devrait permettre l'arrestation de Rajvinder. Et ce n'est qu'en février 2021, environ 2 ans et demi après le meurtre de Toya, qu'une demande d'extradition officielle est finalisée. Pendant tout ce temps, Rajvinder ne contacte pas sa famille. Il n'utilise aucune de ses cartes bleues. 4 années après le meurtre de Toya, donc en 2022, le gouvernement de Queensland offre une récompense d'1 million de dollars australiens pour toute information qui permette de localiser Rajvinder. La police soutient cette récompense en publiant des images de Rajvinder prises à l'aéroport international de Sydney quelques instants avant qu'il ne quitte le pays. C'est la récompense la plus importante de l'histoire de l'État de Queensland. Nous nous attendons à ce que quelqu'un de très proche le dénonce dans les 30 prochains jours, dira la police, et c'est ce qui va se passer. Quelques semaines après la proposition de cette magnifique récompense et à la suite d'une traque longue de 4 années, Rajvinder est arrêté le 25 novembre 2022 par l'unité spéciale de la police de New Delhi. Il se rendait chez son médecin pour une visite, donc dans la ville de New Delhi, et pendant tout ce temps, les autorités indiennes pensaient qu'il se cachait dans la région du nord du Punjab. Oh, que le mec était à Delhi. Ces mêmes autorités ont été informées qu'il vivait avec un groupe religieux en Inde en novembre, et elles sont informées qu'il devait se rendre à un rendez-vous médical le 25 novembre. Rajvinder était rasé de près quand il vivait encore en Australie, et il porte maintenant une barbe très longue et un turban sur la tête. Pendant 4 ans, il changeait constamment de lieu pour empêcher son arrestation. On peut donc penser qu'il se dissimulait derrière sa barbe et son turban. Il est donc arrêté et il sera détenu pendant un temps à la prison de Tihar, la plus grande prison d'Asie du Sud. Son avocat a en sa possession des documents liés à l'affaire et à la demande d'extradition, et en Inde, il doit être entendu sur les accusations du délit de meurtre. Et à ce propos, les autorités indiennes donnent un énoncé des faits qui aurait visiblement été donné par Rajvinder lui-même. Il explique son mobile. Il a déversé ses frustrations sur Toya, des frustrations quand même énormes, puisqu'il a mis fin à ses jours. Après une dispute avec sa femme, Rajvinder se serait rendu à la plage de Wangeti. Et puisque monsieur avait pris des fruits, il a aussi emporté un couteau de cuisine pour couper les fruits. Sur la plage, il croise le chemin de Toya qui se promène avec son chien. Le chien se met à aboyer sur Rajvinder, ce qui déclenche une dispute entre eux. Même le chien, il a senti le mal. Toya et Rajvinder s'embrouillent. Perdant le contrôle de ses émotions, il se jette sur la jeune femme et la tue avec frénésie, la poignardant à plusieurs reprises avec le couteau qu'il avait sur lui pour couper les fruits. Après avoir commis cet acte immonde, il enterre la jeune femme dans le sable et attache son chien à un arbre dans les parages. La panique le prend, il s'enfuit. Il abandonne femme, enfant, travail, sa carrière, sa vie en Australie pour disparaître dans son pays natal, l'Inde. Confession de Rajvinder à prendre avec des pincettes. Il y a encore beaucoup d'interrogations autour de cette version des faits. Par exemple, pourquoi avoir complètement déshabillé Toya? Pour éliminer toute preuve de son acte meurtrier, possible. Les autorités australiennes parlent quand même d'un meurtre à caractère sexuel, mais sans préciser ce qu'ils ont pu retrouver de la scène de crime qui les a menés à tirer cette conclusion. Un officier de police, membre de l'unité spéciale qui a arrêté Rajvinder, s'exprime. Singh, donc Rajvinder Singh, s'était laissé pousser la barbe et portait un turban pour échapper aux forces de l'ordre. Au moment du meurtre en 2018, il était rasé de près. Il séjournait dans différents gurdwaras de la ville, gurdwaras, temple sikh. Il effectuait de petits travaux et survivait grâce à la nourriture servie dans les institutions religieuses. Singh n'utilisait pas de téléphone portable et ne contactait jamais sa femme et ses enfants en Australie, ni ses parents ou d'autres membres de sa famille au Punjab.
Fin de citation du policier. Cette dernière partie n'est pas tout à fait correcte, puisque le même officier expliquera plus tard que Rajvinder a probablement emprunté des téléphones portables ou utilisé des cabines téléphoniques publiques pour contacter des amis et des parents éloignés. Et ce sont ces appels qui permettront d'ailleurs à l'officier de retracer les mouvements de Rajvinder, en plus des renseignements que la police obtient suite à la récompense offerte pour le localiser. Incarcéré à la prison de Tihar, Rajvinder doit désormais attendre son extradition vers l'Australie. Et en réalité, l'affaire n'est pas tout à fait réglée. Si l'ordre d'extradition de Rajvinder a été déposé en 2021 et approuvé par les autorités indiennes en octobre 2022, Rajvinder doit d'abord se soumettre à une procédure judiciaire rigoureuse en Inde. Le tribunal doit confirmer l'identité de Rajvinder et les charges à son encontre. Il s'agit de déterminer si ces charges sont ou non de nature politique avant de pouvoir approuver l'extradition. Et même dans ce cas, Rajvinder a le droit, en vertu de la législation indienne, de faire appel auprès d'une autorité supérieure. Ce que ça veut dire, c'est que l'extradition proprement dite peut prendre un bon moment. Mais Rajvinder n'est plus un fugitif, il est désormais détenu en Inde, et pour la famille et les proches de Toya, cette arrestation leur permet déjà de tourner la page, ou en tout cas de commencer à tourner la page de 4 années passées dans le flou total. Ils savent maintenant que le meurtrier présumé de Toya n'est plus un homme en liberté. En janvier 2023, devant le tribunal de Delhi, Rajvinder déclare sous serment qu'il souhaite renoncer formellement à son droit de contester l'extradition. Il souhaite lutter contre les accusations en accélérant une affaire qui pourrait rester bloquée pendant des années devant les tribunaux indiens. Donc le mec cherche clairement à gagner du temps. Et c'est pas tout. Il a un message pour les Australiens. Il dit qu'il veut rentrer à la maison, que c'est le système judiciaire indien qui retarde les procédures. « Je n'ai pas tué cette femme », dit-il. Il veut révéler tous les détails à un tribunal australien et on interroge « Pourquoi avoir fui le pays après le meurtre de Madame Cordingley ?» Il répond qu'il expliquera tout ça plus tard, avant d'ajouter « Il y avait 2 tueurs et 2 victimes ». Donc je t'avais dit qu'il fallait prendre sa confession avec des pincettes. Puisque Rajvinder renonce à son droit de contester l'extradition, le tribunal n'a plus besoin d'entendre les preuves rassemblées par les enquêteurs australiens. La procédure d'extradition de l'Inde vers Melbourne débute en mars 2023. Le 2 mars, Rajvinder embarque à New Delhi dans un avion affrété à titre privé. Il est escorté par 4 inspecteurs en costume. On dirait presque une star de cinéma qui va sur le tournage de son prochain film. Film dont le titre serait « Il y avait 2 tueurs ». Rajvinder atterrit à Victoria avant d'être envoyé dans le Queensland où il sera jugé. Menotté, il porte un haut de survêtement gris, un bas de survêtement noir, un turban sikh. Il paraît calme en sortant de l'avion à la base aérienne du gouvernement de Queensland. Il est ensuite conduit à l'arrière d'un 4x4 de la police pour être emmené au commissariat de Cairns où il est enfin inculpé d'un chef d'accusation de meurtre. Rajvinder ne bénéficie pas d'une demande de mise en liberté sous caution. La même semaine, Indy, le chien que Toya promenait le jour du drame, souffre d'un cancer et doit être euthanasié. Rajvinder Singh plaide non coupable contre le chef d'accusation de meurtre. Il continue de clamer son innocence. Du côté de l'accusation, on dispose d'une liste préliminaire de témoins qui pourraient être appelés à la barre avec 500 déclarations de témoins. Ils détiennent en plus des preuves ADN qui doivent indiquer que Rajvinder était au moins présent sur le lieu du crime. Pour le moment, le procureur indique à la cour que le procès va durer environ 3 semaines et ce procès commencera le 22 juillet 2024. On termine donc cette vidéo dans l'attente de réponses. La grande question pour moi, c'est pourquoi la police indique un caractère sexuel? Est-ce qu'il y a eu un viol? Est-ce que des éléments pendant l'autopsie ont démontré une gratification sexuelle pour le tueur? Gratification sexuelle, du coup, ça voudrait pas forcément dire un viol. Le décor a changé, la tenue, make-up, perruque, tout a changé. Alors c'est tout simplement parce que la veille où je préparais la publication de cette vidéo, donc hier si tu regardes la vidéo le jour de sa sortie, j'étais en train de chercher des photos pour la miniature et je tombe sur une mise à jour totalement inattendue au point de changer le titre et la miniature de cette vidéo. Est-ce que Rajvinder disait vrai? Donc il y a environ 5 jours, si tu regardes cette vidéo le jour de sa sortie, les médias australiens dévoilent une information qui a l'effet d'une bombe. Toya voyait en secret un autre homme. Cet homme, il s'appelle Tyson Franklin, il est podologue. Donc un jour, Toya prend rendez-vous pour ses pieds, un podologue c'est pour les pieds, et quand elle pose ses yeux sur le jeune médecin, c'est le coup de foudre. Et ce coup de foudre est mutuel. Dans les semaines qui précèdent le meurtre de la jeune femme, une relation commence entre elle et son nouveau podologue. Ils vont même s'échanger des textos jusqu'à la mort de Toya. Une semaine avant le drame, le petit ami officiel Marco est en déplacement professionnel à Melbourne et le couple
interdit, va partir quelques jours ensemble aux chutes Crystal Cascade. Quand Tyson est interrogé par la police, donc l'amant, il explique qu'il a discuté avec Toya et elle lui aurait avoué qu'elle trompait son copain Marco, et pourtant elle n'est pas ce genre de personne pour reprendre les mots cités par Tyson sur ce que Toya aurait dit. Mais à ce moment-là, dans sa déposition à la police, Tyson ne leur révèle pas que c'est lui l'amant en question. Il le fera bien plus tard quand la police va crier des messages explicites entre eux. On découvre aussi qu'ils ont eu des rapports sexuels chez Toya, enfin chez Toya et Marco du coup puisqu'elle habite avec lui. Et cet élément est confirmé pendant une audience préliminaire au tribunal. Le jour du drame, après la balade sur la plage avec le chien, Toya devait justement aller récupérer Tyson, son amant, à l'aéroport. Et la question qu'on se pose bien sûr, c'est est-ce que Marco était au courant de cette tromperie? D'après le média 7 News, Toya aurait parlé avec une amie de son intention de rompre avec son petit copain officiel, Marco. Et toujours pendant cette même audience préliminaire qui a l'effet réellement d'une bombe, les avocats de Rajvinder vont lire un SMS envoyé par Toya à Tyson, son amant. Et voici ce qu'elle dit dans ce message à propos de son petit copain Marco. C'est quelqu'un de colérique, pas seulement avec moi, il en veut à la terre entière, et je peux le comprendre. Mais souvent, quand il rentre à la maison, je suis plutôt calme, mais il projette ses émotions sur moi. Et toujours dans un autre SMS envoyé à Tyson, Toya lui aurait confié vouloir déménager et prendre un appartement toute seule, ce qui lui permettrait de voir Tyson en toute tranquillité. Et c'est seulement après ces révélations choc, qui sont très récentes, on parle de 4-5 jours, que la police se penche plus en détail sur les déplacements de Marco, le petit ami officiel, le jour du drame. Et ça pourrait être crucial comme élément pour la suite, dans ce que je rappelle être le procès de Rajvinder, qui est le principal suspect, en tout cas jusqu'aujourd'hui. Environ 15 minutes après le départ de Toya avec Indy, le chien, le jour du drame, Marco quitte à son tour leur domicile. Il se rend chez un ami avec un autre chien qu'il possède. En route vers Port Douglas, où son ami Joel Kuman réside, Marco passe devant la plage Wangeti et il aperçoit la voiture de Toya, mais il ne s'arrête pas. En arrivant à sa destination avec son ami, ils promènent le chien sur la plage de Spring Creek et ils perdent de vue le chien. Ils le cherchent pendant des heures, au point même de conduire chez un autre ami qui habite pas très loin. À 15h17, Marco reçoit un message de Toya dans lequel elle lui dit qu'elle va chercher son ami Tyson à l'aéroport. Et Marco dira plus tard à la police qu'il n'a pas vu ce message. Vers 19h, Marco appelle Toya, pas de nouvelles, donc ça je l'avais déjà dit en début de vidéo. Plus tard, en revenant de chez son ami Joël, Marco repasse devant la plage Wangeti, la voiture de Toya est toujours là. Il s'arrête, il constate qu'elle n'est pas verrouillée, il la fouille et il appelle un ami. Et c'est cet ami qui va lui suggérer de contacter la police pour signaler la disparition de sa copine. Donc ça fait beaucoup de nouveaux éléments auxquels je ne m'attendais pas du tout. J'ai filmé toute cette vidéo persuadée que le tueur était Rajvinder Singh, surtout que le mec a quand même pris la fuite 2 jours après la mort de Toya. Maintenant, et à la veille de la sortie de cette vidéo, je ne suis sûre de absolument plus rien. Est-ce que Marco, un homme colérique d'après Toya, avait en réalité découvert la tromperie? Est-ce qu'il a tué Toya sur la plage de Wangeti après peut-être une altercation entre Toya et Rajvinder? Est-ce que Rajvinder a violé Toya? Est-ce qu'il l'a laissée pour morte? Est-ce que Marco a fini le travail? Est-ce que Marco et Tyson ont fini le travail ensemble? Tant de questions. Je fais rarement des affaires non résolues, donc celle-ci, techniquement, c'est la deuxième. Il y en a une troisième qui arrive bientôt. Pour l'affaire Toya Cordingley, le procès commence en juillet, mais je pense qu'il est possible qu'on fasse d'autres découvertes pendant les prochaines audiences préliminaires à venir, donc en attendant le début du procès en juillet. Quoi qu'il en soit, je te promets une mise à jour en description ou en commentaire épinglé, parce que le suspense, pour moi, est vraiment insoutenable. C'est pour ça que je ne fais jamais d'affaires non résolu. Ce qui me turlupine vraiment le plus, je pense, à ce stade, c'est le fait de savoir que Marco était peut-être au courant, le fait qu'il n'ait pas vu ce SMS, je vais chercher un pote qui s'appelle Tyson, un pote qui se trouve être un mec, non pas qu'il est censé être jaloux, mais bon, je passe quand même chelou. Il est au courant de cette personne Tyson qui existe dans la vie de Toya, donc est-ce qu'il sait plus que c'est juste un ami qui s'appelle Tyson, enfin, je sais pas. Et puis, la relation, apparemment, elle est assez récente, elle date de seulement quelques mois avant la mort de Toya, donc un nouvel ami homme qui arrive dans la vie de ta copine et apparemment ça va pas au point qu'elle est en train de discuter avec d'autres copines de je vais peut-être me séparer de lui, enfin je sais pas, ça me paraît bizarre. Pour moi il y a des gros soupçons à avoir sur Marco et d'ailleurs je suis pas la seule à le penser, c'est pour ça que la police se pose beaucoup de questions sur ses déplacements. Le fait de pas avoir vu le SMS de 15h17, je vais chercher Tyson, le fait d'avoir perdu son autre chien pendant des heures au point qu'ils ont conduit un petit peu dans les alentours, enfin
Je suis dans un suspense qui est en train de me bouffer. Je te fais une mise à jour dès qu'elle est disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour, je crois, celle qui sera la semaine prochaine, c'est aussi une affaire non résolue. Merci et à bientôt.